Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Rétro. Au cours de l'épisode précédent, nous avions mis en lumière le rôle du football durant la Première Guerre mondiale. Alors que s'est-il passé ensuite? Pour le savoir, replongeons dans la période d'après-guerre pour dérouler le film de la décennie 1920. L'achèvement de la Première Guerre mondiale n'a pas fait disparaître l'intérêt du peuple pour le football, au contraire, la période d'après-guerre est l'origine de l'expansion du foot à l'échelle internationale. Le 1er mars 1921, Jules Rimet devient président de la FIFA en laquelle il voit le moyen d'unir la famille football à travers le monde. Son élection est un tournant majeur de l'histoire du sport car il est l'initiateur du projet Coupe du Monde qui verra le jour 9 ans plus tard. Que les jeunes filles fassent du sport entre elles, dans un terrain rigoureusement clos, inaccessible au public, oui d'accord. Mais qu'elles se donnent en spectacle, à certains jours de fête où sera convié le public, qu'elles osent même courir après un ballon dans une prairie qui n'est pas entourée de murs, voilà qui est intolérable. Voici les propos qu'on pouvait lire dans l'Auto, principal quotidien sportif français à cette période. Cette déclaration est dans la continuité de l'interdiction du football féminin émise par la Fédération anglaise de football le 5 décembre 1921. Cette décision se fera entendre jusqu'au territoire français, où le foot féminin devient de plus en plus critiqué et négligé. Le décès d'une joueuse en plein match sera un prétexte surexploité par ses opposants et donnera un coup d'arrêt au développement du football féminin. The White Horse Final, littéralement traduit par la finale du cheval blanc, est un match qui a marqué l'histoire du football anglais. Non pas sur le plan du jeu, mais relativement aux événements extrasportifs qui ont eu lieu ce jour-ci. Le 28 avril 1923, West Ham et Bolton se disputent la Coupe d'Angleterre dans l'antre d'un tout nouveau stade, Wembley. L'engouement du match a mené plus de 300 000 personnes à venir assister à la rencontre, alors que le stade ne peut en accueillir officiellement que 125 000. La surcharge des tribunes conduit les spectateurs à se placer directement autour du terrain, jusqu'à même se retrouver directement sur la pelouse. Il aura fallu 45 minutes à la police montée pour parvenir à dégager le terrain. Le nom de The White Horse Final est donc donné à ce match en l'honneur de Billy, un des chevaux ayant permis de remettre l'ordre. Son image est un symbole de l'histoire du foot anglais. Le football en tant que sport olympique existe déjà depuis 1896, mais c'est l'édition 1924, organisée à Paris, qui a marqué son époque du point de vue footballistique. Jusque-là réservé exclusivement aux sélections européennes, le tournoi olympique de 1924 ouvre ses frontières à d'autres continents. On constate alors l'entrée en scène de l'Égypte, des États-Unis, mais surtout d'un territoire ne comptant pas plus de 2 millions d'habitants, l'Uruguay. 4 victoires en Copa América sur les 7 éditions organisées. Les succès continentaux de cette petite équipe n'avaient fait aucun bruit de l'autre côté de l'Atlantique. La surprise fut alors de taille lorsque l'Europe découvrit une équipe pétrie de talent. En opposition au jeu physique et brutal des sélections européennes, la Céleste s'identifie à un jeu avant-gardiste, axé sur le collectif, la technique et l'occupation intelligente du terrain. Résultat, elle balaye chacun de ses adversaires, remporte le trophée et l'unanimité du public. Avant de poursuivre l'épopée uruguayenne, faisons une escale à Santander, où se joue le 20 mai 1928 la finale de la Coupe d'Espagne. À l'allure d'un champ de bataille, Barcelone et la Real Sociedad s'affrontent avec agressivité, sous une pluie battante et un vent terrible. Les Barcelonais perdront 2 joueurs sur blessure avant même la mi-temps, dont leur gardien, Franz Platko. Les remplacements n'étant pas encore mis en place à cette période, les 2 joueurs reviennent sur le terrain à la sortie des vestiaires pour ne pas laisser l'équipe à 9 contre 11. Malgré une fracture, Platko multiplie les exploits pour protéger ses cages. Taché de boue et de sang, toujours debout malgré les blessures, cette scène épique sera racontée en poésie par Rafael Alberti dans son Ode à Platko, certainement le seul poème qui restera gravé dans l'histoire de ce sport. No, nadie se olvida Platko. 4 ans plus tard, l'Uruguay est plus que jamais attendue alors qu'elle remet son titre en jeu lors des JO 1928. Sur le toit du monde après son succès lors de l'édition précédente, la Céleste doit confirmer sa suprématie mondiale. 4 années sont passées, mais l'équipe est restée sensiblement la même avec seulement 3 changements. Fidèle à elle-même, elle élimine les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et se voit affronter son grand rival en finale, l'Argentine. Un partout à la fin des 90 minutes, le règlement à la remplace exige que le match soit rejoué en cas d'égalité. Et à la fin de cette revanche, c'est l'Uruguay qui conservera sa couronne et viendra confirmer qu'elle est la meilleure équipe du monde.